tout ça, bon, pour commencer, vous dire aussi que je ne suis pas un spécialiste de la population dont je vais vous parler. Moi, donc j'ai travaillé au Laos, précisément dans la province de Phongsaly, où je m'intéressais, pour faire vite, aux relations interethniques et aux dynamiques de l'ethnicité, avec comme idée justement de ne pas partir d'un groupe particulier, mais de prendre l'ensemble de la population et de voir les dynamiques qui s'y jouaient et à quel moment et sur quels éléments l'appartenance ethnique pouvait ou non être un facteur important, déterminant ou au contraire complètement secondaire. Donc je m'étais dit que j'allais approcher à peu près toutes les populations de la province, sauf les héros dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que la première fois que j'étais dans un village Ro, c'est un accent montant, un Ro, mais bon, je ne vais pas le faire à chaque fois, donc je vais dire Ro. Bon, les laophones m'excuseront. La première fois que j'ai été dans un village Ro, donc c'était en 2009, et personne ne parlait là dans ce village. La seule personne qui le parlait un tout petit peu, c'était la chef du village. Premier village aussi où je voyais donc une femme qui était chef du village et demandant un peu comment ça se faisait, elle m'expliquait que c'était la seule qui parlait euh, quelques mots, euh, quelques mots de Lao. J'étais venu pour m'intéresser un peu sur l'histoire de cette population, comme les autres, et elle me disait qu'elle n'y connaissait pas grand-chose, mais qu'elle avait un document qui pouvait être intéressant, un document qu'elle avait hérité de ses ancêtres. Donc elle a sorti d'une petite boîte une feuille toute usée qui s'avérait être écrite en caractère chinois. Quelque temps après, je rentre à Vientiane, je demande à une amie chinoise, donc elle me disait que ça pouvait être la généalogie de sa famille. Et je rentre à Vientiane, je le montre à une amie chinoise qui rigole et qui me dit en fait c'est une page d'opéra chinois qui devait dater de la fin du 19e ou début 20e siècle. Donc voilà ce que j'avais récolté de mes enquêtes dans le premier village Ro. Dans le second village Ro où j'ai été, personne ne parlait lao non plus. J'ai été à peu près dans 200 villages dans cette province de Pangsali. Et il n'y a que deux villages où personne parlait là-haut, et c'était deux villages Hro. Donc je m'étais dit, bon, enfin, je n'aime pas du tout travailler avec interprète, sauf si c'est quelqu'un du village lui-même qui peut traduire une langue Hakka ou une langue Hmong ou quoi que ce soit et du Lao. Moi, je travaille directement en Lao, mais passer avec un interprète, on perd énormément de choses. Donc je me suis dit, tant pis, il y a plein d'autres groupes, je travaillerai sur les autres. Mais il s'avérait que finalement, d'abord, les héros comme, revenaient souvent dans la discussion avec d'autres groupes, avec des groupes Aka, avec des groupes Rani, des Lolo, etc. Comme une population qui semblait une population relativement importante, aussi importante parce que dans une partie de la province de Pongsali, c'était la langue véhiculaire. C'est pour ça qu'ils pouvaient se permettre de ne pas parler Lao, puisque les autres groupes parlaient Ho, on va dire. N'empêche que sans possibilité de dialoguer, c'est un peu compliqué, mais les enquêtes ont réellement commencé quand j'ai été à Udomsai, donc c'est la grande ville du nord du Laos après Luang Prabang, et où là, énormément de migrants de la province de Phongsaly s'y sont installés. Et là, j'ai rencontré des Ro qui parlaient parfaitement lao, et c'est avec eux que j'ai commencé à travailler. Et ensuite, j'ai arrêté d'aller dans les villages reculés peuplés par les Ro, mais j'ai cherché dans les districts, dans les capitales de districts, s'il y avait des gens, fonctionnaires ou commerçants qui avaient donc beaucoup plus de chances de parler là-haut. Euh, alors, ah, non, non plus. Voilà. Donc, l'Hérault, c'est un des 49 groupes officiellement recensés au Laos. Ils forment à peu près quelques milliers de personnes en fait. Donc, c'est un tout petit groupe en population. Et en gros, quasiment l'ensemble, à peu près encore, mais, enfin, jusqu'en 2010, c'était plus de 75% de la population Ho qui habitait la province de Pangsali. Donc, dans une trentaine de villages qui sont les points.
les points noirs gris que vous voyez sur la carte, ainsi que dans quelques villes où ils ont migré partiellement, relativement tardivement, dans les années 80, donc principalement au Domsai, Namta et aussi Myeongnam. Alors, j'aurais pas dû, il y a Yangtze en Chine, là, en rouge, mais j'aurais pas dû le mettre parce qu'il n'existe pas de Ho en Chine. Alors, ce qui peut paraître un peu bizarre parce que quand on parle à un Lao, Ro, ça veut dire chinois, en gros. Euh, alors, juste, je vais souvent comparer Pong-Sali et parler de Pong-Sali et de la Chine, juste pour montrer une question d'échelle, qu'on n'est pas exactement voilà, dans la même taille géographique. Donc, la comparaison est à prendre évidemment avec grande précaution. Alors, ces Ro, donc, habitent principalement dans des villages. J'ai voilà un village Ro de Pong-Sali. Euh, on voit que les maisons sont au sol, contrairement à la plupart des autres groupes qui ont des maisons sur pilotis. Alors ça, c'est un village relativement récent, mais on voit là quand même une maison en pisé. C'est parmi les rares groupes qui utilisent la terre, qui font des murs en terre. Euh, et sinon, souvent, comme on peut voir là, les maisons sont cernées cintrées de barrières pour protéger les maisons du bétail, parce que ce sont souvent des populations qui pratiquent pas mal l'élevage. Donc, un village typique Ro et un autre village typique Ro. Donc, ça, c'est Udomsai. C'est maintenant là aussi qui se trouve une partie de la population Ro. Donc, c'est important de pas toujours, voilà, pas toujours le village originel, mais d'enquêter aussi sur la réalité de la population actuelle, donc notamment en ville. Donc j'ai pris quelques maisons où on voit mieux les murs en terre. Alors c'est pas entièrement une spécificité pro, puisque par exemple la photo là à droite, en bas à droite, c'est une maison Muchi, donc c'est un groupe Rani, font partie voilà, une sorte de groupe AK. Donc il n'y a pas que. Et en fait, il n'y a pas énormément de choses qui permettent au premier abord de dire que c'est un village Ro par rapport à certaines autres populations dont je vais parler un petit peu, puisque en fait, ce que les Français, en fait, ce que les administrateurs français qui ont travaillé dans la région appelaient de cet horrible néologisme de chinoisants. Il parlait des chinoisans pour qualifier tout un ensemble de populations dans cette province qui partageaient tout un ensemble de traits culturels qui rapportaient à la Chine. Et il mettait donc dedans une partie des Hakka, mais pas tous, une partie des Rani, euh, ce qu'ils appelaient les Yao, qui sont en fait des Mun, et en l'occurrence ce qu'on appelle au Laos les Lanten qui vient du mot chinois d'ailleurs, indigo, hein. Donc, eux qui eux-mêmes s'appellent Mun, ils mettaient les Hmong, voilà, c'est tout ce groupe de population qui partagent tout un ensemble de traits culturels. Et une maison aussi, il en reste quelques-unes encore dans le vieux centre de Pont-Saly, donc des maisons qui ne sont pas si anciennes que ça d'ailleurs, hein. On s'appelait aux touristes d'imaginer que ce sont des maisons typique Ro, en fait, c'est des maisons qui datent des années 80 à peu près. Ces maisons en bois de commerce Ro. Alors, je reviens parce que sur le fait que est-ce que ce sont des Chinois ou pas? Parce que je sens que le suspense est intenable. Vous n'allez pas. Je garde ça jusqu'à la fin. Alors, voici un élément de réponse. Donc, la question, la réponse à cette question varie selon la langue dans laquelle on va la poser. Donc, moi, je travaillais en Lao. Mais euh, je demandais souvent à mes interlocuteurs de me donner aussi les mots essentiels dans leur langue, donc en Ro. Et en fait, quand on demande, la plupart des gens à qui j'ai demandé, en gros, comment on dit Ro, euh, Ro en Ro, ils me disaient Han. Donc ce sont les Han. Voilà. Mais ils me disaient, mais on n'est pas chinois.
Alors, par chinois, ils disaient Konchin. On est Han, mais on n'est pas des Chinois. Alors, une chose qui peut pour nous un peu paraître étrange. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en Chine, il y a plusieurs manières de dire je suis chinois. Il y a ce qui renvoie à la nation. C'est les premiers termes. Alors, je les ai gentiment traduits tout de même. Alors, je ne parle pas chinois, donc excusez-moi pour l'accent, mais Zhongguodian, ça veut dire je suis chinois, c'est-à-dire habitant du territoire. Hein. Le, donc, le premier signe, c'est le signe classique du milieu. Hein. L'autre, c'est, voilà, on voit bien le carré qui forme le territoire, Dien, personne, groupe, voilà. Donc, à ce niveau-là, les rangs, ont raison et ils ne sont pas Zhongguodian. Alors, il y a un autre terme qu'on va utiliser aussi, c'est Juan. Alors ça, c'est intéressant parce que ce terme-là met l'accent plus sur la culture, pas sur la civilisation. Et c'est un terme que certains vieux Ho disaient employer pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, oui, on disait aussi roi, on disait qu'on était roi. On disait Han, roi, c'est pareil. Sauf qu'en fait, c'est pas exactement pareil. Han, c'est devenu en fait un terme ethnique en quelque sorte. Enfin, après, pareil, la notion d'ethnie, des fois on parle d'une ethnie qui fait quelques centaines de personnes, quelques milliers de personnes. Là, on parlerait d'une ethnie qui ferait enfin, plus d'un milliard de personnes. Donc ça fait aussi sens de dire en plus ethnie que de dire les Français sont d'une ethnie. Mais enfin, comme le gouvernement chinois a lui-même classé en Minzu. Zhu, c'est voilà, le terme Minzu, c'est le terme employé pour parler des ethnies, c'est l'équivalent Sumpao en Lao. Han est devenu quelque chose qui renvoie à une identité ethnique au sens qu'il y a l'idée d'une filiation. Même si en fait, avant tout, Han, c'était le nom d'une rivière, et donc du royaume qui s'est formé autour de cette rivière, et après de sa population. Donc là, le terme ethnique, euh, il y a un terme pour en gros parler de quelque chose qui relève d'une sorte d'ethnicité, et il y a un terme pour parler de quelque chose qui renvoie d'une géographie, d'un pays, et il y a un terme qui renvoie à quelque chose de la civilisation. Et donc, le fait qu'il se disait aussi roi est relativement intéressant puisque là, ça fait sens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas chinois de Chine, c'est ça comme il me disait en Lao, mais qui sont de culture, de civilisation chinoise, ne vivant pas en Chine. Alors, les Chinois qui vivent pas en Chine, on les appelle Huaqiao, mais c'est donc les Chinois de l'étranger, les Chinois en mouvement littéralement, que les Ho n'utilisaient jamais pour eux, parce que ça, c'est du point de vue de la Chine. Eux, qui me disaient, sont Lao. Alors, Lao au sens de, pas de l'ethnie Lao, mais ils sont citoyens du Laos, quoi. Donc, ce terme, voilà, donc ils utilisaient ce terme de Ho, et c'est ce qui leur faisait dire qu'il n'y a pas de Ho en Chine. C'est pas possible, en gros, puisque le principe d'être, enfin, le fait d'être Ho, c'est en gros, c'est d'être un Chinois au Laos. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça quand même, puisque très tôt, même dans les recensements français et encore maintenant, on a la catégorie Ho et on a la catégorie chinois. Donc, c'est pas tous les Chinois du Laos. C'est des Chinois du Laos. En fait, voilà, je vais revenir sur l'histoire un petit peu plus tard. Alors, oui, sur l'origine de ce terme Ho, euh, l'origine est peu claire. Euh, Moi, je ne suis pas linguiste. Alors, avec des langues tonales, c'est en plus particulièrement difficile et périlleux de faire des étymologies. Il y en a plusieurs qui ont été proposées. Il n'y a pas deux personnes qui sont d'accord sur l'origine. On le trouve mentionné dans des chroniques thaï relativement anciennes et il semblerait qu'il aurait désigné autre chose aussi. Enfin, toujours l'idée d'un étranger, mais qui n'aurait pas été à l'origine, en tout cas, nécessairement associé à la Chine. Mais en tout cas, progressivement, là, je parle de chronique du 13e, alors j'avais les références avec moi, mais là, je ne les ai pas par cœur. Euh,
Toujours est-il que très progressivement, en fait, il va devenir synonyme, en tout cas dans le nord du Laos, dans le nord du Laos et dans le nord de la Thaïlande, Ho, ça va désigner les Chinois et la Chine. Voilà. Donc, Ho, c'est les Chinois et peut-être Myung Ho, ce sera la Chine. Ce qui est intéressant parce qu'il y a en Thaï comme en Lao, il y a un autre mot pour parler de la Chine, c'est Chine. Non pas que ça viendrait, ce serait emprunté du français, mais c'est emprunté du sanskrit et comme le mot chinois, Chine aussi en français. Donc, on parle aussi, on trouve aussi dans les textes thaï et lao anciens le mot de Chine. Donc, on trouve parfois Ho et parfois Chin. En général, dans les textes plus officiels, semble-t-il, c'est le mot de Chine qui est utilisé. Et rose, alors est-ce que ça viendrait d'une langue des Thaïs du Nord? Ça, je n'en sais rien. Mais il est plus utilisé dans le langage parlé, parfois dans les chroniques, mais moins. Et il y a une sorte de dimension plus locale, au point qui va, pour les premiers observateurs occidentaux oui, pardon, excusez-moi. Les premiers observateurs occidentaux qui vont mentionner le mot, ils vont, le pr- ils vont dire, en gros, ça signifie les caravaniers musulmans du Yunnan, les Hui. Voilà. Mais en fait, il semblerait que c'est l'époque où les Anglais, les Français arrivent, ça renvoie particulièrement à cette population-là, parce que ce sont, ce sont ces gens-là qui font le commerce. On est donc surtout, durant le 19e siècle, hein, donc un commerce caravanier relativement important de gens qui viennent du Yunnan avec des mules. Il y a tout un commerce de l'opium, notamment, mais d'autres produits aussi. Et il est tenu, semble-t-il, globalement par donc ces caravaniers roués. D'où le fait que plusieurs auteurs ont rapproché le terme de roué. Alors moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est comme ce que j'ai découvert, c'est qu'à Pont-Salis, certains utilisaient ce terme de roi pour s'auto-désigner, qu'au Vietnam, le groupe équivalent, en gros, c'est-à-dire des anciens Chinois naturalisés vietnamiens, on les appelle moins roi, avec le même caractère que roi. Donc, ce serait possible potentiellement aussi que le mot ro dérive de roi. Bon, mais je n'en sais rien. En tout cas, euh, il est, comme il y a eu tous les travaux à peu près, il n'y a eu quasiment aucun écrit, enfin, en tout cas, il n'y a pas d'ouvrage, et il n'y a pas d'article sur les héros du Laos. Et il y en a, il y a des mentions, principalement dans ce qu'on peut appeler la littérature coloniale, on va dire. En fait, si on compile toutes les sources, c'est un travail que je suis en train de faire, on trouve quand même pas mal de petites infos, mais il n'y a pas d'écrit vraiment spécifique sur ce groupe. Par contre, il y en a sur la Thaïlande. Et donc, les gens forcément ont lu, enfin certains ont lu, et donc ont pris en fait les informations qu'on disait sur la Thaïlande pour les appliquer au Laos. Et donc, beaucoup de gens vous diront qui ne savent pas, diront les Ro, voilà, ce sont des anciens caravaniers musulmans. De mes enquêtes parmi les Ro de Ponxali, j'ai réussi à trouver, je crois, deux personnes me disaient, ah oui, 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 mes ancêtres étaient musulmans. On ne devait pas manger de porc, mais bon, en même temps, il n'y a que ça ici, donc on en mange quand même. Voilà ce qui restait à peu près de l'identité musulmane des héros de Pont-Salib. Euh, Pourquoi j'avais mis ça là? Je ne sais. Ah oui, alors, parce que pour revenir à cette idée de roi et du fait que cette notion de chinoisant, pour parler d'un ensemble beaucoup plus large de population, ce qui est intéressant, donc, que ce qui ferait l'appartenance de cette population, c'est le fait de, de se, de se dire lié à une forme de culture, de civilisation chinoise, et qui transcende donc les appartenances de groupe. Et par exemple, au niveau des costumes, on va dire, ça c'est un costume raw. Bon, la première image que je vous ai montrée, vous avez vu, c'était un petit livret financé par la Suisse pour développer un peu les informations sur les ethnies. Bon, costume raw. Alors,
Bah, là, vous avez une femme Ro, et là, vous avez une femme Lolo ou Allo. Donc, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même histoire, et vous voyez que c'est pas évident de les distinguer. Et là, parce qu'on a l'impression qu'on a un groupe ici et un autre groupe là. En fait, non. Euh, elle et elle, ce sont des Ro, elle et elle, ce sont des Allo ou Lolo. Il y a bon, deux termes. Et ce qui fait la différence, en fait, c'est la zone géographique d'où elles viennent. Au sein même de la région de Ponxali, euh, ils ne s'habilleront pas exactement de la même manière. Mais typiquement, ça, c'est pas un découpage ethnique, un découpage géographique. Les gens de la région de Yaofang, bon, enfin, je passe les détails, mais voilà, c'est deux endroits au sein de la province. euh, et on peut à peu près pas les distinguer au niveau vestimentaire. Donc en fait, c'est pas un costume. Ho, c'est un costume, c'est une veste comme on en portait au 19e dans le Yunnan, en gros. Au niveau des pratiques, alors parce que cette civilisation ou cette culture chinoise auquel elle se réfère, euh, quand on demande au Ho un peu de la définir, bon, alors la première chose qu'ils vont mettre en avant, mais que ça c'est commun à tous les groupes de la région, c'est le Nouvel An. euh, qu'on va dire en Lao Tiang, donc manger le festin du premier mois, en gros. Même si en fait, il y a énormément de groupes dans la région. Quand on dit ça, en fait, on contraste par rapport au Lao avec l'idée du Pimai qui tombe durant la saison sèche. Et en fait, il y a énormément de groupes qui font leur nouvel an en hiver. Les dates ne sont pas exactement les mêmes, mais en tout cas, c'est le premier réflexe pour te spécifier en tant que Ho. Et l'autre élément très important, dont je vais parler assez brièvement hein, de tout ça, on y reviendra si vous voulez, c'est dans leur manière de se différencier des autres populations, c'est le traitement des morts qui leur est assez spécifique. Alors, ils ont tout un ensemble de festivités, on va dire, qui les caractérisent, même si d'autres groupes parfois peuvent les partager aussi. Il y a certains groupes Rani, les Lolos aussi, les Lolos de cette région font à peu près les mêmes fêtes. On voit qu'il y a un élément qui revient souvent, c'est honorer l'esprit du lieu, là que j'ai marqué, dans un temple villageois. Alors ça, c'est une autre spécificité de ces populations, c'est qu'ils ont un temple, alors qu'ils appellent Miofang. Voilà, c'est un temple à ce qu'ils appellent l'esprit du ciel et de la terre, euh, ou aussi à l'esprit de la forêt, de la forêt, de la forêt, du dragon de la forêt, pardon, Longshan. Ça, c'est le temple de Ponx, c'est l'intérieur du Miaofang, donc de la ville de Ponxali, qui a été refait assez récemment. Donc, qui a été en gros, on peut dire un peu recinisé. Vous voyez que les statues, tout vient de Chine, hein, dans ce qui est montré là. Et c'est l'extérieur c'est la photo que j'ai choisie de l'extérieur de ce temple euh, pour illustrer la conférence. Mais en fait, dans les villages que j'ai pu voir, ça ressemble plus à ça, c'est-à-dire une pierre. C'est ça, le plus important. Souvent sans aucune écriture. Il est généralement dans un bâtiment, mais il y a toujours derrière un grand arbre qui fait aussi partie euh, euh, du lieu rituel. Donc ça rappelle ce qu'au Laos, ce qu'on appelle le Piban, hein, donc l'esprit villageois ou l'esprit territorial du village. Sauf que voilà, il y a en général une pierre et que c'est pas forcément que l'esprit du lieu. On y invoque, comme je disais, l'esprit du ciel, de la terre, les ancêtres de toutes les maisons, de toutes les maisons du village. Et on y rend un culte à plusieurs fois par an, selon les dates du calendrier euh, rituel. Autre élément important, le culte des ancêtres, évidemment. Alors, bon, vous voyez que ça n'a pas la splendeur des hôtels aux ancêtres qu'on peut voir en Chine, mais
Déjà, celui-là, il est écrit en chinois. Donc, ce qui n'était pas le cas de tous les hôtels aux ancêtres que j'ai pu voir, puisque je vais en parler brièvement, mais en fait, l'essentiel, la très grande majorité de la population Ho ne lit pas le chinois. Il n'y a pas de texte chinois. Il y avait des officiants soit qui étaient dans les villages, soit qui circulaient de village en village et qui pouvaient écrire les noms sur des tablettes parfois et aussi faire les traitements funéraires. Ça variait selon les époques. Il y a parce qu'une partie de ces officiants venaient de Chine, donc il y a des époques d'ouverture où la circulation était plus facile, d'autres de fermeture. Ça dépendait aussi de l'éloignement des villages, mais voilà. Euh, se revendiquer roi de la civilisation chinoise, mais sans l'écriture, c'est quelque chose d'intéressant. Les tombes aussi, autre élément important. Alors ça, c'est des tombes plus ou moins anciennes, plus ou moins récentes que j'ai photographiées à Ponxali. Mais beaucoup de tombes, m'ont dit, anciennement étaient comme celles qu'on voit en haut au milieu, c'est-à-dire là aussi, aucune écriture, pas de nom, puisque très souvent, encore une fois, les gens ne savaient pas écrire. Le traitement des morts est un élément très important dans la manière dont les roses sont perçus par les autres populations du Laos, par une partie des autres populations du Laos, puisqu'ils gardaient leurs morts extrêmement longtemps. Plus le mort était important, plus on le gardait longtemps dans la maison. Et il y a ce rituel annuel d'aller manger sur la tombe euh, au début de l'année, enfin le mois 3, je crois. Alors que Laos, pour une grande partie des populations, l'enterrement doit se faire très très vite et ensuite on ne revient jamais dans un cimetière. Alors c'est un des rares cas de tension un peu ethnique dont j'ai pu entendre parler, le fait que des Ro qui venaient s'installer dans d'autres villages mettaient leurs morts partout, comme disaient des Lao ou d'autres groupes, et que c'était absolument effrayant de voir comme ça des tombes à droite à gauche et ça posait des problèmes dans les gestions actuelles des cimetières. Les tombes, oui, les tombes sont importantes et elles, pour certaines, m'ont été assez utiles aussi pour retracer, pour obtenir des bribes d'histoire, puisque pour certaines, il y a des pierres il y a des écritures qui sont mentionnées, et ça nous dit des petites choses sur l'histoire de certains groupes. C'est que la plus ancienne mention qu'on a, je vais revenir après, un peu plus tard, mais qu'on a de Ro au Laos, en fait, c'est pas dans un texte, c'est sur une tombe qui construite dans un district de Ponxali, où les gens, alors c'était quelqu'un d'important, je vais en parler, et les gens ont nettoyé et refait graver ces pierres, et ce serait le plus ancien document euh, écrit certifiant la présence de Ro à Ponxali, et donc au Laos. Euh, oui, pourquoi j'ai mis ça? Oui, alors ça, ben, on pourrait se dire, voilà, des Ho, donc en train d'honorer des divinités chinoises et de lire des textes chinois. Eh bien, c'est les Mun dont j'ai parlé, les Yaolanten. En fait, ce sont les seuls qui ont une véritable usage de l'écriture du chinois. À peu près tous dans les villages le lisent et pour des raisons rituelles. C'est des villages où, chez groupe Mun, donc, les livres sont extrêmement présents et on y pratique une sorte de taoïsme. euh, alors que quand je demandais aux différents rois auprès de qui j'ai enquêté, ils ne parlaient pas ni de taoïsme ni de bouddhisme. Alors là aussi, je n'ai pas mes notes donc je me rappelle plus de l'expression chinoise, mais en gros, c'était en Lao, ils disaient Satsalapi, donc rendre culte aux esprits, et en chinois, c'était à peu près la même formule. Donc un terme qui ne désigne pas une religion instituée. Hein. De toute façon, le terme de religion en chinois est un terme relativement récent. Comme vous savez, il y a des rites et il y a des voies. Il y a des voies taoïstes, la voie bouddhiste, la voie confucianiste. Et il y a ce que les Occidentaux ont appelé la religion populaire, mais qui n'est pas nommée comme telle en chinois et qui est ce que pratiquent les populations Ro.
Alors, sur le mode de vie, donc, les caravaniers, je disais, euh, c'est ce que j'avais en tête quand parce que j'avais lu ce qui s'écrivait sur la Thaïlande. Alors, effectivement, une partie des Hô étaient caravaniers. Alors, le problème, toujours pareil, c'est que pour beaucoup de Lao, là, quand je dis Lao, c'est population enfin, tous les groupes laotiens hein, de la région. Ho et Chine, c'est la même chose. Donc, est-ce que c'était des Ho ou est-ce que c'était des gens qui venaient de Chine? C'est pas évident. Et quand j'ai demandé à des Ho, ils me disaient en fait, il y avait quelques Ho qui faisaient du commerce caravanier, mais l'essentiel, souvent, en fait, c'était des Chinois qui venaient de Chine. Alors, faut nuancer, ça dépend aussi des périodes. Et il y avait quelques grandes familles, très clairement, qui étaient installées dans la ville enfin, dans le village à l'époque de Pongsali et dans le village de Sampansai, premier village dont je vous ai parlé où j'y étais, où plus personne personne parlait lao, mais qui était un village très important du temps un peu avant et après pendant la période française. Donc là, il y avait qu'effectivement quelques personnes, mais c'était rare en fait. Donc l'essentiel, il y avait quelques familles riches qui faisaient ce commerce. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un partage. Quand on voit d'ailleurs la localisation des villages ruraux, on voit que c'est pour ça que j'avais mis les reliefs sur la carte de Ponxali, on voit qu'ils sont tous dans les zones de montagne. Euh, le commerce, en fait, il y avait un partage du commerce. Par les lignes de crête, c'était les caravanieros ou chinois, donc avec leurs mules qui desservaient les villages des crêtes. Et par les rivières, c'était les piroguiers là-haut qui faisaient faire des marchés en bord de rivière. Si vous regardez une carte de Pongsali, vous regardez le village, les derniers, où s'arrête la population Lao, alors là au sens ethnique Lao, elle s'arrête là où la dernière pirogue peut passer. Au bout d'un moment, les rivières deviennent trop impraticables et c'est la fin du pays Lao. Commence le pays Lu, où eux pratiquaient aussi une forme de commerce, mais en général, c'est que les populations Taïlu, qui dominaient le nord de la province, contrôlaient aussi les mines de sel. Donc, eux, c'était un commerce où les gens venaient à eux. Les héros passaient de village en village dans les crêtes pour faire des échanges opium, sel, cotonnade, produits forestiers, etc. Et les Lao remontaient avec des marchandises les rivières et mettaient en place des marchés en bord de rivière. Et ces lignes de commerce, ça détermine un peu les zones d'influence culturelle, en gros, entre les populations dominantes de la région. Donc l'essentiel, ils étaient quoi? Ben, je disais, voilà, ils étaient paysans. Alors, une grande importance de l'élevage parmi les populations Ho, mais pas uniquement, et qui était liée euh, au fait que d'habiter aussi les sommets. L'agriculture, avec une spécificité intéressante, c'est que c'est les seules populations de toute la province qui pratiquaient un labour. C'est que tous les autres, c'est donc de l'essartage, hein. Euh, shifting cultivation, agriculture sur brelet, comme on disait avant. Mais les populations Ho, eux, comme on peut le voir ici, pratiquaient aussi un labour à la main. Et autre culture, mais là qui n'aurait pas spécifique non plus, évidemment, culture de l'opium pendant très longtemps, qui était la seule culture qui permettait une sorte, un peu de revenu dans les villages extrêmement isolés, du fait de son rapport prix-poids et volume, c'est que c'est extrêmement transportable, donc ça permettait un revenu. Donc toutes les populations quasiment de la région en produisaient, donc là aussi ça leur est pas spécifique. Une bonne partie passer dans la consommation et une partie passer dans la vente. Et c'était un des produits que les caravanes chinoises et euros commerçaient. Ces caravaniers qui étaient souvent donc, pour certains en tout cas, ceux qui contrôlaient les caravanes, qui étaient des personnages riches, il y avait des rapports jusqu'à la Révolution, il y avait des rapports inégalitaires relativement surprenant pour la région, enfin qu'on peut pouvoir retrouver chez les Lao, chez les Lu, mais pas chez l'essentiel des autres groupes de la population de la région de Ponxali. Mais chez les Ho, il y avait vraiment des personnes importantes, riches, qui se caractérisaient par leur maîtrise de l'opium, avec une semi-esclavagisation
des fumeurs d'opium en fait qui étaient payés en poussière d'opium et en échange travailler dans les champs de ces personnes et qui étaient aussi connus pour avoir des femmes aux pieds bandés. Donc, ça c'est des choses qui ont beaucoup marqué aussi des témoignages des personnes âgées de la région. Alors, l'histoire un peu maintenant. J'ai un peu parlé de cette population, mais donc des Chinois, pas vraiment chinois, des Chinois du Laos, mais de quel Laos et puis depuis quand? Alors, on a à nouveau peu de sources précises qui remontent avant les écrits des missionnaires, voyageurs, diplomates occidentaux. Et quand les Français arrivent au Laos, en gros à la fin du 19e siècle, les héros vont prendre une part importante de l'actualité. Et là aussi, ça va déformer à nouveau le regard. Comme je disais, les caravaniers de musulmans en Thaïlande, euh, quand les Français arrivent, il y a ces bandiros, comme ils vont écrire, et contre lesquels ils vont lutter, qu'il va y avoir des morts des deux côtés. Euh, donc ça va, même jusqu'en dans les journaux, dans l'illustration. Alors, excusez-moi à nouveau. Dans les journaux tels que l'Illustration en France, il y avait des gravures un peu sur la lutte contre les héros qui se passait principalement au Nord-Vietnam, mais pas exclusivement. Et donc ces héros étaient connus à l'époque comme les pavillons noirs essentiellement. Alors, il y avait plusieurs groupes de pavillons, hein. Il y avait des noirs, des jaunes, des bariolés, etc. Mais les plus connus sont les pavillons noirs. Donc, ont été Alors là, il y a évidemment un biais historiographique de l'administration coloniale française qui avait tout intérêt à les faire passer pour des bandits. L'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça c'est une longue histoire, qui est liée aussi à l'histoire trouble que subit la Chine à cette période, à la révolte contre la dynastie des Mandchous, dont une partie de la révolte, une petite partie de la population des troupes qui se rebellent vont fuir au Vietnam et vont se mettre en fait à devenir mercenaires, notamment pour des pouvoirs locaux, différents pouvoirs locaux, euh, que ça soit au niveau de l'empereur du Vietnam et aussi de populations, des seigneurs locaux qui contrôlaient les pays thaïs, comme Deo Vantri, qui est lui aussi très connu dans la littérature et je crois que j'ai une photo oui, voilà, Deo Vantri et ses partisans pavillon noir aussi. Euh, et qui, bon, ils vont aussi à un moment, il y a aussi à ce moment-là le Siam, donc l'actuelle Thaïlande, hein, qui contrôle, qui cherche à contrôler le Nord Laos. Euh, donc il y a bon, je ne vais pas rentrer trop dans cette histoire, mais il y a un imbroglio politico-militaire qui fait que que les fils de ces chefs, de ces seigneurs thaïs de la haute région du Tonkin vont être emmenés prisonniers et qui vont envoyer les pavillons noirs se venger et notamment le sac de Luang Prabang très connu. euh, et qui va permettre à Pavis comme il dit, de sauver le roi Luang Prabang et grâce à ce geste, en gros, d'assurer la présence française sur la région. Voilà, tout ça pour dire l'importance de cette population à cette époque et le fait à la fois qu'ils sont donc dans les sources coloniales présentés comme essentiellement des bandits et qui sont très mal aimés. Voilà, un type de légende comme on peut en voir dans des ouvrages de l'époque. Il y a des textes extrêmement durs, extrêmement sévères sur ces populations Ro. Alors, à cause de ses origines, donc, de bandits et aussi de piraterie au fait, qui sont, en fait, c'est une population frontalière. Et donc, il y a des populations, sont-elles ro ou pas, en tout cas, qui vont jouer de la frontière qui sera mise en place entre la Chine et le Laos et qui vont opérer énormément de razzias dans cette région de Pongsali. Et donc, à chaque fois, ce sera là à nouveau la suite des bandits ro, quoi.
Mais donc, il n'y a pas eu que des pavillons noirs et nécessairement des bandits. Il y a aussi eu des personnes qui ont contrôlé des zones dans cette région. Donc, quand je vous disais le village de Sampansai, ou le premier village où j'ai été, où personne parlait là-haut, il s'appelait en fait avant Panya Sompu. Donc, Panya, qui est un titre thaï là-haut d'un notable, et Sompu, qui est en fait, c'est un fou, de la famille Fou, c'est un nom chinois qui était en gros laocisé. Et les tombes que je vous ai montrées qui étaient en train d'être faites, en fait, ce sont les descendants de cette famille. Et la tombe du premier ancêtre dit qui viendrait donc, alors là aussi, comme c'était marqué sur mon papier, mais alors j'ai pas la date exacte en tête, mais c'était milieu ou fin 18e siècle, je crois. Et Panyasompu, donc on voit sur la photo, ce serait le troisième de la génération et qui va donner une lignée relativement importante, donc qui va contrôler. Alors, euh, on ne sait pas si c'était lui qui, lui est reconnu par le roi de l'Anprabang comme un chef local et à qui on demande, en gros, c'est pas un partage territorial, c'est-à-dire qu'on lui donne pas une zone à contrôler, on lui donne un type de population à contrôler. Justement, ceux que les Français appelleront les Chinoisans et qui ne parlent pas trop là-haut et qui viennent, voilà, qui ont cette culture chinoise en commun. Donc tous les villages Aka, Rani, etc. de la région seront sous le contrôle de ce chef Panya Sompu. Que les Chinois, enfin que certains Ho avec qui j'ai parlé, nomment un Tutsi. Tutsi qui était le nom en fait des chefs reconnus par l'empereur de Chine pour contrôler les zones en gros de minorités ethniques dans les marges de l'empire chinois. Sauf que là en fait c'est un Tutsi peut-être mais au service du roi de Langprabang. Sa famille, bon, je ne vais pas m'étendre, mais ça, c'est des photos que j'ai obtenues auprès de ses descendants. Chacun d'eux aura une histoire très particulière. La famille va, comme beaucoup d'autres, comme d'autres familles importantes, va se diviser en parties pendant la Révolution. Certains vivent encore au Laos. Il y a un magasin de fournitures scolaires, etc., qui s'appelle Panya Sompu. Donc, je ne sais pas s'il y a Panya, mais il y a Sompu, en tout cas, à Vientiane, tout près du Mékong. D'autres vivent aux États-Unis, d'autres enfin, en Australie, et bon, ils sont un peu éclatés, mais ça va former en fait la première élite Ho de la région. Alors, est-ce que Panya Sompu et son ancêtre sont venus au Laos? Ben, ça dépend où place-t-on les frontières du Laos à cette époque. Euh, Est-ce que ce sont des migrants? Le nord du Laos, le nord de Pangsali, donc c'est la région de Nyot U, le district de Nyot U, appartenait au à un ancien royaume taïlu qu'on appelle les Sipsongpanna, sur lesquels les Chinois avaient des revendications et que les Français ont essayé de récupérer. Ils en ont obtenu un petit bout, qu'ils ont rattaché en 1895 à la province de Pangsali. Donc en 1895, on a vu d'ailleurs, c'était toute la région nord de Pangsali, là où se trouve l'essentiel des héros. Donc en gros, ceux-là, on ne peut pas dire qu'ils ont migré au Laos, on peut dire que c'est leur terre qui est devenue en quelque sorte laotienne. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est intéressant pour comprendre cette idée de l'appartenance, d'identité Ho. Comme me disait une personne, en fait, il me disait, c'est les Français qui ont fait les frontières et tous les Chinois qui se retrouvaient du côté là-haut de la frontière sont devenus des héros. Et tous les autres sont restés des Chinois et c'est comme ça que nous sommes devenus des héros. D'où ce titre que j'avais mis, Né de la frontière en fait. C'est la frontière qui fait qu'il existe un groupe ethnique et qui, à partir du moment où un Ho traverse la frontière, ben, s'il s'installe en Chine, il n'est plus Ho, ça n'a plus aucun sens en quelque sorte. Une des rares traces que j'ai trouvées dans la région donc de Niottou, à l'extrême nord, dont je vous disais que faisait partie de cette royauté taïlu, de la présence chinoise. C'est une stèle, si on regarde bien, je pense que j'ai mis un détail, bon, enfin, on ne voit pas hyper bien, mais en fait, c'est une stèle de monastère qui était gravée en taïlu et qui a été regravée en chinois et qui parle de l'inauguration d'un pont.
Donc il y avait manifestement, alors il me semble que celle-là date d'avant, je ne me rappelle plus, là aussi c'est dans mes notes, je crois qu'on est vers 1830 à peu près. Et donc, il y avait manifestement une sorte d'administration quand même un peu chinoise dans cette région. Donc, pour revenir, alors peut-être un fond de population de bandits pavillon noir qui se serait installé, c'est possible. Quelques figures, quelle est leur origine de ce Pagnassampou et des aventuriers ou quoi, je ne sais rien, des émissaires de l'empereur, on n'en sait rien. Bon, en tout cas, il y avait quand même quelques populations chinoises de cette période-là qui sont venues s'installer. Une autre partie, comme on lit aussi principalement à propos de la Thaïlande, c'est les troupes du Kuomintang. On dit beaucoup aussi, parce qu'en Thaïlande, on dit soit c'est des populations de caravaniers musulmans, soit c'est des troupes de Kuomintang qui sont installées. En fait, il semblerait qu'à Pong Sali, très peu. Il y en a eu. J'ai eu des échos, en tout cas, de gens qui m'ont dit, ils sont passés par là. Déjà, ils sont passés en 45, puisque les Américains et les Anglais ont donné à la Chine, à la République de Chine, euh, le contrôle pour quand, à le moment de départ des Japonais de prendre, de contrôler les régions, les Français ayant, bon, voilà, ils n'avaient pas une grande sympathie pour les Français qui avaient collaboré en partie avec les Allemands, et donc ils vont laisser les Chinois, les troupes donc du Kuomintang s'installer en 45, mais ils vont pas rester très longtemps. Par contre, en 49, au moment de la fondation de la République populaire de Chine, une partie des troupes, très peu en fait, vont passer par Pangsali. Et l'essentiel vont être envoyés à Taïwan, de ce qu'on m'a dit, mais quelques personnes seraient restées. Par contre, ce qui est la véritable période de migration des Hô, en fait, est finalement très récente. Et elle date des années 50, en gros. Et l'écrasante majorité des gens à qui j'ai parlé euh, faisaient remonter leur histoire familiale comme celle des gens de la plupart des gens de leur village aux migrations qui ont eu lieu dans les années 50, qui commencent donc avec la réforme agraire et qui finissent avec le grand bond en avant. Donc les grandes années qui citent les gens, c'est 1951 et 1958. C'est vraiment les deux grands moments. Et là, ce sont des gens, ce sont des paysans pour l'essentiel, très pauvres. Il y en a qui me disait, on est parti avec une bouilloire et une casserole, en gros, et qui sont partis rejoindre des villages qui étaient déjà en place, mais dont ils ont fait exploser la population en quelque sorte. Sachant donc les héros qui avaient réussi, qui étaient de l'ancienne génération du temps de Pagnassampou, avaient migré ailleurs, à Vientiane, à Udomsa, etc. Et il y a eu un nouveau flux comme ça de populations chinoises qui se sont installées dans la région. Après, c'est la guerre. Bon, au Laos, la situation a été un petit peu compliquée. Ensuite, un événement traumatique pour les héros de la région, c'est 1979, le conflit sino-vietnamien. Donc là, la frontière, les Laos étant alliés des Vietnamiens, et craignent un peu. Donc, tout un ensemble de troupes sont envoyées sur la frontière. Les RAW sont évidemment vus comme des agents potentiellement, voilà, comme des Chinois qui pourraient potentiellement aider la Chine. Donc c'est une période relativement difficile et qui va couper complètement les liens en fait entre la Chine et la notion et les RAW de Pont-Salé. Jusqu'aux années 80 à peu près, 90, après 86, après le renouveau économique et progressivement, de plus en plus, les Chinois de Chine vont commencer à revenir. Hein. Donc évidemment, le commerce, énormément, beaucoup d'entreprises qui vont faire planter des choses dans les régions, une entreprise de d'EVA tenue par des Chinois. Et toujours aussi ce tout petit commerce de gens qui circulent de village en village à moto avec quelques petites choses à vendre. Et plus quelques commerçants qui s'installent dans les bourgs pour vendre généralement les biens électroniques. Et là, on retrouve donc c'est une sorte de reconfrontation entre les Hô, qui étaient là depuis longtemps, qui parlaient un dialecte d'une année et disaient en gros, nous, quand on va en Chine, on les comprend, mais les gens ne nous comprennent pas.
parce que c'est une forme de dialecte qui s'était un peu coupé du Yunnan. Mais dans ces années récentes, on voit des contacts se recréer et qui font apparaître à la fois des similitudes et en même temps, donc il y a pas mal de gens qui travaillent pour les entreprises chinoises parce qu'ils parlent quand même chinois. En même temps, il y a des petits conflits, enfin, c'est pas des conflits, mais ils se ressemblent de plus en plus laotiens parce qu'ils disent, bah, surtout les gens qui viennent du Hunan et qui tiennent des commerces sont extrêmement travailleurs, n'ont pas l'intention de s'installer au Laos. Alors que les Rhodes, ils disent, bah nous, enfin, comme tous les Laos, on aime faire la fête, voilà, on aime prendre le temps. Et alors que les Chinois commerçants, ils disent, bah c'est une bande de feignants, ils travaillent pas assez, etc. Donc c'est intéressant, les dynamiques de reconfrontation comme ça qui s'opèrent avec aussi une forme d'influence culturelle, puisque la Chine n'est pas loin, la télé chinoise se diffuse dans la région. Euh, alors, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Voilà. C'est une population qui n'a jamais été stable, qui est née à un moment donné de l'histoire. En fait, on peut dire qu'il existe des héros à partir peut-être du 18e, 19e siècle, et peut-être qu'ils disparaîtront comme entité, on ne sait pas. Voilà, c'est une page d'histoire de ces régions de marge euh, qui illustre un peu cette population. Moi, je m'arrête là.